Pour la veuve, sa patronne ne lui laissa qu'une masure en pisé en paiement de 12 ans de travail. Mais ce qu'elle y trouva changea tout. Pendant 12 ans, Hélène donna tout. Elle laissa ses propres enfants pour s'occuper d'une vieille patronne acariâtre que personne d'autre ne voulait soigner. 12 ans de nuit sans sommeil, à supporter des humiliations, à croire que tant de loyauté finirait par payer. Sur son lit de mort, la dame lui serra la main et lui murmura « Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé, tu recevras ce que tu mérites ». Hélène crut à cette promesse de tout son cœur, mais le jour du testament, tandis que les enfants cupides héritaient de manoirs, de voitures et de bijoux, on lui laissait une masure en pisé abandonnée au milieu d'un plateau désertique, une ruine sans eau, sans électricité, sans avenir. Les enfants se moquèrent d'elle ouvertement. « Profite bien de ta décharge ». Ils la mirent à la porte le jour même. Quand Hélène arriva avec ses 3 enfants dans cet endroit oublié de Dieu, elle fondit en larmes. Murs fissurés, toits rouillés, terre sèche à perte de vue. 12 ans de sacrifice pour ça. Mais une nuit, alors qu'elle essayait de réparer un mur sur le point de s'écrouler, elle entendit un bruit qui lui glaça le sang, un craquement profond, comme si quelque chose à l'intérieur du pisé avait bougé. Et lorsqu'un morceau d'adobe se détacha, elle vit quelque chose qui n'aurait pas dû être là, quelque chose de caché, quelque chose qui allait tout changer. Ce qu'Hélène était sur le point de découvrir allait faire regretter à ses enfants avides chaque rire, chaque moquerie, chaque humiliation. Car parfois, la justice arrive là où on l'attend le moins. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous quel est votre prénom. C'est un grand plaisir de vous avoir ici pour écouter nos histoires. Cliquez sur le bouton « J'aime » et passons à l'histoire. La main de Madame Éléonore de Montaigne-Villard tremblait sur les draps blancs. Ses doigts, courbés par l'arthrite et froids comme du marbre, cherchèrent ceux d'Hélène avec une urgence qu'elle n'avait pas montrée depuis des mois. Dehors, le vent de février secouait les fenêtres de l'hôtel particulier, au cœur de Bordeaux. Mais à l'intérieur de cette chambre, on n'entendait guère plus que la respiration saccadée de la vieille dame et le bourdonnement du vieux radiateur. « Ne t'inquiète pas », murmura Madame Éléonore d'une voix rauque, serrant la main d'Hélène avec une force surprenante. « J'ai tout arrangé. Tu recevras ce que tu mérites pour toutes ces années. » Hélène sentit sa gorge se nouer. 12 ans. 12 ans à s'occuper de cette femme difficile, acariâtre, qui criait pour un rien et se plaignait même de l'eau qu'elle lui servait. 12 ans à laisser ses propres enfants chez la voisine, à courir pour rentrer à minuit parce que la dame avait une douleur ou une lubie. 12 ans à laver des draps, à préparer des bouillons spéciaux, à écouter les mêmes histoires amères sur des membres de la famille qui ne lui rendaient jamais visite. « Reposez-vous, madame », murmura Hélène en lui essuyant le front avec un linge humide. « Ne parlez pas de ça maintenant. » Mais Éléonore secoua la tête, ses yeux enfoncés brillant d'une sorte de détermination. « Écoute-moi bien, mes enfants sont des vipères. Ne leur fais pas confiance. Mais toi, tu es resté quand tout le monde est parti. » Sa voix se brisa. L'avocat a les instructions. Tout est en ordre. Cette même nuit, Madame Éléonore exhala son dernier soupir. Hélène lui ferma les paupières d'une main tremblante et resta assise près du lit jusqu'à l'aube, priant à voix basse tandis que les bougies se consumaient. Elle ne pleura pas. Elle sentait un vide étrange dans sa poitrine, comme si elle avait perdu quelqu'un qui n'avait jamais été vraiment sien, mais à qui elle avait consacré toute sa vie d'adulte. Les enfants arrivèrent le lendemain. Alexandre, l'aîné, avec son costume gris de ville et ses lunettes noires, entra comme s'il était le maître du monde. Derrière venait Isabelle, parfumée et vêtue de noir, mais sans aucune trace de larmes dans les yeux. Et enfin, le plus jeune, Julien, le front plissé et consultant son téléphone avant même de saluer qui que ce soit. Aucun ne demanda des nouvelles de leur mère. Aucun ne s'approcha du corps. Alexandre se dirigea directement vers le bureau et commença à examiner des papiers. Isabelle fit le tour de la maison, désignant les meubles et les tableaux comme si elle les distribuait déjà. Julien resta dans la cuisine à se préparer un café tout en parlant au téléphone de liquider rapidement les actifs. Hélène se tint à l'écart, nettoyant en silence, préparant la veillée que personne d'autre ne semblait vouloir organiser. Elle sentit le regard des frères et sœurs sur elle, lourd et dédaigneux, comme si elle était un vieux meuble qu'ils n'avaient pas encore décidé de jeter ou de vendre. L'enterrement fut bref, peu de personnes y assistèrent. Madame Éléonore avait vécu si longtemps enfermée dans son amertume qu'il ne lui restait presque plus d'amis. Les enfants restèrent rigides devant le cercueil, plus préoccupés par les apparences que par les adieux à leur mère. La véritable tempête commença 3 jours plus tard dans le cabinet de Maître Leclerc. Le bureau sentait le vieux papier et le bois verni. L'avocat, un homme d'une 60aine d'années avec une moustache grise et des manières formelles, les fit entrer et leur indiqua de s'asseoir. Alexandre, Isabelle et Julien s'installèrent sur les chaises principales.
Hélène resta debout près de la porte, ne sachant pas si elle devait être là. « Asseyez-vous, Madame Hélène », dit Maître Leclerc d'une voix neutre, désignant une chaise au fond. « Vous êtes également incluse dans le testament. » Les trois frères et sœurs se tournèrent vers elle. Isabelle haussa un sourcil parfaitement dessiné. Julien laissa échapper un rire court et méprisant. Alexandre se contenta de froncer les sourcils comme si la présence d'Hélène était une insulte. Maître Leclerc ouvrit le dossier et commença à lire d'une voix monocorde. À Alexandre, l'hôtel particulier de Bordeaux, évalué à 3 millions d'euros, plus les comptes bancaires principaux. À Isabelle, l'appartement à Lyon, la voiture de marque allemande et la collection de bijoux hérités de la grand-mère. À Julien, les placements en bourse et le domaine de loisirs en région PACA. Hélène écoutait comme on entend la pluie tomber. Elle n'attendait rien en réalité, peu. Être un peu d'argent, juste assez pour payer une année d'école à ses enfants. Peu, être un vieux meuble qu'elle pourrait vendre. L'avocat fit une pause, tourna la page et s'éclaircit la gorge. À Madame Hélène Dubois, employée fidèle pendant 12 ans, Madame Éléonore de Montaigne-Villard lègue en pleine propriété le terrain et la construction située au kilomètre 18 de la route de La Roche-Percée, avec une superficie de 2 hectares. Le silence fut total pendant 3 secondes. Puis Julien laissa échapper un rire qui résonna sur les murs. « La masure !» s'exclama-t-il sans pouvoir se retenir. « La cabane en pisé, où maman stockait ses vieilleries. » Isabelle se couvrit la bouche avec la main, mais ne put cacher son sourire moqueur. Alexandre secoua la tête, comme s'il venait de confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Ça ne vaut même pas 50 000 euros, dit-il avec mépris. C'est à moitié en ruine, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a même pas un titre de propriété nette. » Hélène sentit le sang lui quitter le visage. L'avocat lui tendit un dossier avec des documents et une clé rouillée. Elle la prit d'une main tremblante, sans bien comprendre ce qui venait de se passer. « Vous pouvez vous retirer quand vous le souhaitez, Madame Hélène, » dit l'avocat avec un regard qui se voulait compatissant. « Les démarches de transfert sont déjà entamées. La propriété est légalement à vous. » Dehors, dans le couloir du cabinet, les frères et sœurs la rattrapèrent. Alexandre marcha jusqu'à se tenir devant elle, lui barrant le passage. Il sentait l'eau de Cologne chère et quelque chose de plus sombre, comme de la rancœur. « Écoutez-moi bien, » lui dit-il à voix basse, mais menaçante. « Je ne sais pas ce que vous avez mis dans la tête de ma mère, mais ne croyez pas que vous obtiendrez quoi que ce soit de plus. Ce terrain est une poubelle. Si vous essayez de réclamer quoi que ce soit de cet héritage, nous vous détruirons devant les tribunaux. » Isabelle s'approcha, la regardant de haut en bas comme si elle était un insecte. « Remerciez d'avoir eu quelque chose et foutez le camp. Vous avez jusqu'à demain pour sortir vos affaires de la maison et n'ayez pas l'idée de prendre quoi que ce soit qui ne vous appartient pas. » Julien rit de nouveau, ce rire cruel qu'Hélène avait entendu toute la semaine. « Profite bien de ta masure en pisé, Hélène. J'espère que ça te suffira pour vivre, car travailler ici, tu ne travailleras plus. » Dise, 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 dise. Cette nuit-là, Hélène emballa ses quelques affaires dans 2 vieilles valises. Ses enfants Sophie, 11 ans, Thomas, 9 ans, et le petit Léo, 6 ans, la regardaient depuis la porte de la chambre de service où ils avaient vécu toutes ces années. « On s'en va, maman ?» demanda Sophie d'une petite voix. « Oui, mon amour, on s'en va. »« Où ça ?» Hélène déglutit, sentant le poids des clés dans sa poche. Elle n'avait pas de réponse. Elle n'avait qu'un terrain qu'elle ne connaissait même pas, dans un endroit que les enfants de sa patronne décrivaient comme une décharge. « Vers notre nouvelle maison », mentit-elle en essayant de sourire. Mais cette nuit-là, tandis que ses enfants dormaient, Hélène s'assit au bord du lit et fondit en larmes silencieuses. 12 ans. 12 ans de loyauté, de sacrifice, à veiller des nuits entières sur quelqu'un qui ne l'avait même pas aimé. Et ça a été sa récompense. Une maison en pisé qui valait moins que les bijoux qu'Isabelle avait hérités. Le lendemain, ils prirent le bus à la première heure. Le voyage dura 3 heures par des routes secondaires, laissant la ville derrière eux jusqu'à s'enfoncer dans un plateau où le paysage devenait plus sec, plus désolé. Les enfants regardaient par la fenêtre en silence, sentant le changement dans l'air, dans l'odeur de la terre et des broussailles. Le chauffeur les laissa à un carrefour poussiéreux où il n'y avait qu'une boutique abandonnée et un poteau électrique penché. Hélène demanda le kilomètre 18. Un vieil homme assis devant une maison de tôle indiqua un chemin de terre qui se perdait parmi les chênes verts. « Par là, madame, à environ un demi-kilomètre. Mais il n'y a rien, juste une vieille masure que personne n'utilise plus. » Ils chargèrent les valises et marchèrent sous le soleil ardent de mars.
Le vent soulevait de la poussière qui piquait les yeux. Léo se plaignait de la chaleur, de la soif, de ses pieds qui lui faisaient mal. Sophie aida sa mère avec l'une des valises, se mordant la lèvre pour ne pas pleurer. Thomas marchait la tête baissée, comme s'il savait que quelque chose de terrible les attendait. Et puis, ils la virent. Au bout du chemin, entre les arbustes secs et la terre fissurée, se dressait une construction basse aux murs de pisé obscurcis, avec un toit de tôle rouillé plein de trous. Les fenêtres n'avaient pas de vitres, seulement des trous noirs comme des orbites vides. La porte pendait à un seul gond, tordu, à peine maintenu. Autour, il n'y avait rien d'autre, ni arbre, ni voisin, ni signe de vie, seulement le silence et la désolation. Hélène sentit ses jambes se dérober. Ce n'était pas une maison, c'était une ruine, un squelette de terre sur le point de s'effondrer. « Maman », murmura Sophie, les larmes coulant sur ses joues. « C'est ici qu'on va vivre ?» Hélène ne put répondre. Elle resta plantée au milieu du chemin, les clés rouillées serrées dans son poing, regardant cette structure qui semblait se moquer d'elle, de ses espoirs, de tout ce qu'elle avait sacrifié. Et puis, d'un endroit profond à l'intérieur de la maison, elle entendit un craquement, un son sec, comme si quelque chose s'était cassé ou effondré, ou comme si quelque chose ou quelqu'un avait bougé à l'intérieur. Les enfants se rapprochèrent d'elle, effrayés. Le vent souffla fort, faisant claquer la porte tordue contre le cadre avec un bruit sourd qui résonna dans le plateau vide. Hélène fit un pas en avant, le cœur battant dans sa gorge. Quelque chose n'allait pas dans cette maison. Hélène poussa la porte avec précaution. Le bois gonflé par l'humidité et le temps racla le sol de terre, soulevant un nuage de poussière qui les fit tousser. La lumière de midi filtrait par les trous du toit, créant des bandes dorées sur un intérieur sombre et vide. L'odeur les frappa d'abord. Terre mouillée, moisissure, quelque chose de douceâtre et de décomposé qui venait des murs. Le sol était de terre compactée, irrégulier, avec des fissures qui serpentaient d'un bout à l'autre. Au centre, il y avait les restes de ce qui avait été une table. Des planches pourries empilées contre un coin. Un vieux matelas sans drap occupait un autre coin, taché et déchiré, avec son rembourrage de coton jauni qui sortait par les côtés. « Maman, ça sent mauvais », gémit Léo en se couvrant le nez. Hélène laissa les valises près de l'entrée et marcha lentement dans l'unique grande pièce qui composait la construction. Les murs de pisé étaient fissurés, avec des morceaux de terre qui tombaient à plusieurs endroits. Elle pouvait voir l'armature de branches sèches et de paille entrelacées sous la couche extérieure. Dans un coin, il y avait une petite cuisinière à bois rouillé avec 3 pierres noires autour où l'on avait jadis allumé un feu. Il n'y avait pas de salle de bain, pas d'électricité, pas d'eau courante. Sophie s'approcha de l'une des fenêtres sans vitres et regarda dehors. Le paysage était le même dans toutes les directions. Terre sèche, broussailles basses, ciel immense et vide. On ne voyait pas un seul voisin, on n'entendait rien d'autre que le vent qui sifflait à travers les trous de la construction. « Combien de temps allons-nous rester ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Hélène voulut répondre quelque chose de réconfortant, quelque chose qui donnerait de l'espoir à ses enfants, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle se retourna pour qu'il ne la voie pas pleurer et se dirigea vers le mur du fond, appuyant la paume de sa main contre le pisé froid et rugueux. 12 ans. 12 ans pour ça. « Maman est fatiguée, mon amour, » dit-elle finalement, s'essuyant les joues avec le dos de la main. « Nous allons nous arranger comme nous pourrons pour aujourd'hui. Demain, nous verrons ce qu'il faut faire. » Ils passèrent l'après-midi à essayer de rendre l'espace habitable. Hélène balaya la terre avec une poignée de branches sèches qu'elle trouva dehors. Thomas aida à sortir le matelas pourri, le traînant jusqu'au patio où ils le laissèrent sous le soleil. Sophie nettoya les pierres de la cuisinière tandis que Léo ramassait des branches pour faire du feu. Quand le soleil commença à se coucher, le froid arriva d'un coup. Hélène alluma le feu avec difficulté, utilisant les dernières pages d'un vieux journal qu'elle avait dans sa valise et les brindilles sèches que Léo avait ramassées. Les petites flammes tremblantes réchauffaient à peine l'espace. Les enfants s'assirent autour, enveloppés dans les 2 couvertures qu'ils avaient apportées, l'estomac grondant de faim. Hélène avait acheté du pain et 2 boîtes de haricots à la boutique du Carrefour. Elle réchauffa les haricots dans une casserole cabossée qu'elle trouva derrière la maison et partagea le pain entre ses enfants. Ils mangèrent en silence, regardant les flammes, écoutant les craquements du vieux bois et le vent qui frappait les tôles lâches du toit. « Demain, on pourra retourner en ville ?» demanda Léo, la bouche pleine. « Non, mon amour, nous n'avons plus de maison là-bas. Mais ici, nous n'avons pas de maison non plus, » dit Thomas, avec cette logique accablante des enfants. « C'est un endroit laid. » Hélène déglutit, sentant sa poitrine se serrer. « C'est ce que nous avons, et nous allons nous en sortir, vous verrez. »
Mais quand la nuit tomba complètement, Hélène sut qu'elle avait menti. Ils dormirent tous les quatre sur le sol, sur les couvertures étendues près des braises mourantes du feu. Le froid s'infiltrait par les fissures des murs et par les trous du toit. Hélène serra Léo contre sa poitrine, le sentant trembler. Sophie et Thomas se blottirent l'un contre l'autre de l'autre côté. Aucun ne pouvait bien dormir. Chaque fois que le vent soufflait, la maison entière semblait gémir comme si elle était sur le point de s'effondrer. Hélène regarda le toit sombre, où les étoiles apparaissaient à travers les trous de la tôle. Elle pria en silence avec des mots entrecoupés qui n'avaient presque pas de sens. « Madame Éléonore, pourquoi m'avez-vous fait ça? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Mais seul le vent lui répondit en sifflant à travers les fentes. Les jours suivants furent une bataille constante contre le désespoir. Hélène tenta de réparer les murs comme elle put. Elle mélangea de la terre avec de l'eau dans un seau rouillé qu'elle trouva dans le patio et l'appliqua sur les plus grandes fissures. Mais la nouvelle boue séchait inégalement, tombant en morceaux le lendemain. Le toit fuyait chaque fois qu'un nuage passait, trempant le sol et transformant la terre en boue collante. Elle marcha jusqu'au carrefour pour demander du travail. On lui dit que dans le village le plus proche, à 10 kilomètres, elle trouverait peu, être quelque chose dans les boutiques ou dans un domaine. Mais sans transport, sans argent pour le bus, c'était impossible d'y arriver. Elle essaya de planter un petit potager dans le patio en utilisant des graines qu'un homme du carrefour lui avait données par pitié. Mais la terre était dure comme de la pierre, sèche et fissurée. Les quelques graines qu'elle réussit à enterrer ne germèrent pas. L'argent qu'elle avait économisé s'épuisa en 2 semaines. Pain, haricots, un peu de riz, bougies, rien de plus. Les enfants maigrissaient. Sophie cessa de demander quand ils retourneraient à l'école. Thomas devint silencieux, distant. Léo pleurait toutes les nuits. Un après-midi, alors qu'Hélène était assise dans le patio, regardant l'horizon vide, une vieille camionnette s'arrêta devant la propriété. Un homme d'une 50aine d'années, avec un chapeau de paille et une chemise à carreaux descendit et s'approcha, marchant lentement. « Bonsoir, madame », dit-il en enlevant son chapeau. « Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Étienne Reeves. J'ai un domaine à 5 kilomètres d'ici. » Hélène se leva, essuyant ses mains sur son tablier sale. « Bonsoir. » L'homme regarda la maison avec une expression gênée, comme s'il ne savait pas trop comment dire ce qu'il venait dire. « Écoutez, madame, j'ai connu l'ancienne propriétaire de cette propriété, madame Éléonore, il y a de nombreuses années. Je suis venu parce que je voulais voir si vous seriez intéressé à vendre ce terrain. » Hélène sentit une lueur d'espoir. Vendre. Bien sûr, elle pouvait vendre ça, obtenir de l'argent, aller ailleurs, recommencer. « Combien offrez-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Étienne se gratta la nuque, mal à l'aise. « La terre ici ne vaut pas grand-chose, madame. Il n'y a pas d'eau à proximité. On ne peut pas bien semer. La maison est, elle est presque perdue. » Il fit une pause. « Je peux vous offrir 20 000 €. Hélène sentit son âme tomber à ses pieds. 20 000 €, ce n'était rien. Ça lui suffirait à peine pour louer une chambre en ville pendant quelques mois. Et après quoi? Elle se retrouverait à nouveau dans la rue, sans travail, sans référence, avec 3 enfants à nourrir. « Laissez-moi réfléchir », murmura-t-elle. Étienne hocha la tête, lui laissa un papier avec un numéro de téléphone et s'en alla. Hélène rentra dans la maison. Les enfants étaient assis par terre, jouant avec des pierres qu'ils avaient peintes avec de la cendre du feu. Ils avaient l'air sales, fatigués, tristes. Ils ne ressemblaient plus à des enfants, ils ressemblaient à des ombres. Cette nuit-là, après les avoir couchés, Hélène resta éveillée, regardant les murs de pisé. Elle les haïssait. Elle haïssait chaque fissure, chaque morceau qui tombait, chaque goutte qui filtrait du toit. Elle haïssait madame Éléonore pour lui avoir donné cette misère comme paiement. Elle haïssait les enfants pour l'avoir humiliée. Elle se haïssait elle-même pour avoir fait confiance, pour avoir cru que la loyauté signifiait quelque chose. Elle se leva et marcha jusqu'au mur du fond, où le pisé était le plus fissuré. Elle appuya son front contre lui, sentant la froideur rugueuse contre sa peau. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» murmura-t-elle. « Qu'ai-je fait de mal pour en arriver là ?» Et puis, juste à ce moment, le mur craqua. Ce n'était pas un craquement normal, de vieux bois ou de maison qui s'installe. C'était un son profond, comme si quelque chose à l'intérieur du mur avait bougé. Hélène recula d'un pas, le cœur battant vite. Elle regarda la fissure devant elle. Elle était plus grande qu'elle ne s'en souvenait et semblait différente, comme si elle était creuse derrière. Elle étendit la main avec précaution et toucha le bord de la fissure. Un morceau de terre se détacha, tombant au sol avec un bruit sec. Derrière le pisé extérieur, au lieu des branches entrelacées qu'elle s'attendait à voir, il y avait un trou sombre.
Hélène sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle s'agenouilla, rapprochant la bougie qu'elle avait laissée sur le sol. La lumière tremblante éclaira l'intérieur du mur, et là, dans l'obscurité, quelque chose de métallique brillait. Hélène rapprocha la bougie, sa main tremblant tellement que la flamme dansait, projetant des ombres erratiques sur les murs. Le trou dans le pisé était plus profond qu'il n'y paraissait, et là, coincé entre les branches sèches et la terre durcie, il y avait quelque chose de rectangulaire, sombre, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Elle mit ses doigts avec précaution, sentant le métal froid et rouillé. Elle tira doucement, mais quoi que ce fût, c'était bien coincé. Elle dut arracher d'autres morceaux de pisé, élargissant la fissure jusqu'à ce qu'elle puisse y glisser sa main entière. L'objet céda, avec un craquement sec. Hélène le sortit, le serrant contre sa poitrine, tandis qu'elle s'asseyait sur le sol de terre. C'était une boîte en métal de la taille d'une boîte à chaussures, complètement rouillée au coin, avec une serrure ancienne sans clé. Elle pesait beaucoup plus qu'elle ne s'y attendait. Son cœur battait si fort qu'elle sentait son pouls dans ses tempes. Elle regarda où dormaient ses enfants blottis sous les couvertures. Ils restaient immobiles, perdus dans le sommeil profond de l'épuisement. Hélène porta la boîte jusqu'à la cuisinière, où les braises du feu donnaient encore un peu de lumière. Elle la posa sur une pierre et chercha dans ses affaires jusqu'à trouver un vieux couteau. Elle inséra la pointe dans la serrure rouillée et poussa fort. La serrure était ancienne, faible. À la troisième tentative, elle se brisa avec un claquement métallique. Elle ouvrit le couvercle doucement et resta sans voix. À l'intérieur, il y avait des billets, beaucoup de billets. Certains jaunis et vieux, de dénominations qui n'étaient plus utilisées. Mais il y avait aussi des billets plus récents, enroulés et attachés avec des élastiques qui étaient devenus cassants. Sous les billets, enveloppés dans un chiffon sombre, il y avait des bijoux, des bagues en or, un collier avec des pierres qui brillaient à la lumière du feu, des boucles d'oreilles incrustées qui semblaient antiques, et, au fond de la boîte, pliée plusieurs fois, il y avait une feuille de papier épais, jauni. Par le temps, Hélène prit le papier d'une main tremblante et le déplia avec précaution. L'encre était décolorée par endroits, mais on pouvait encore lire. C'était une lettre écrite à la main avec l'écriture tremblante de Madame Éléonore. « Chère Hélène », commençait-elle. Hélène sentit les larmes lui brûler les yeux avant de pouvoir lire la deuxième ligne. « Si tu lis ceci, c'est que tu n'as pas vendu la maison, c'est que tu es resté ici, essayant de la réparer, prouvant l'humilité et la persévérance que tu as toujours eue. Je savais que tu le ferais. Je te connais mieux que tu ne le crois. » La voix de Madame Éléonore semblait résonner dans les mots, rude et directe, sans détour. « Mes enfants sont des vautours, Hélène. Je le savais depuis qu'ils étaient jeunes. Ils ne m'ont jamais rendu visite par amour. Ils ne se sont jamais souciés de moi. Ils ne voulaient que mon argent, mes propriétés, tout ce qu'ils pouvaient arracher. Si je t'avais laissé de l'argent à la banque, ils auraient trouvé le moyen de te le prendre avec des avocats et des ruses. Si je t'avais donné le manoir, ils t'auraient jeté à la rue le jour même. » Hélène lisait, les larmes coulant sur ses joues, brouillant les mots. « Cette masure en pisé est l'endroit où je suis née, Hélène. C'est ici qu'ont vécu ma mère et ma grand-mère avant elle. C'était une famille humble de paysans qui travaillaient la terre quand il y avait encore de l'eau dans ce plateau. Quand je me suis marié et que je suis parti pour la ville, j'ai gardé cette maison comme un secret. Je ne l'ai jamais vendue, je n'en ai jamais parlé à mes enfants. Cet endroit était mon refuge, le seul morceau de ma vie qu'ils ne pouvaient pas toucher. » La lettre continuait d'une écriture plus tremblante, comme si Madame Éléonore avait été très malade quand elle l'avait écrite. « Pendant des années, j'ai gardé ici ce qui comptait vraiment. Ce n'est pas seulement cette boîte, Hélène, il y en a plus, bien plus. L'or que j'ai hérité de ma famille, les bijoux que je n'ai jamais portés, l'argent que j'ai économisé sans que mes enfants le sachent, tout est dans ces murs, caché dans le pisé, loin de leurs yeux avides. La valeur de ce qu'il y a ici est 10 fois ce que vaut le manoir de Bordeaux, peut être plus. » Hélène cessa de respirer. Elle regarda les murs autour, les fissures, les morceaux de pisé qui tombaient. Combien d'autres choses y étaient cachées? Tout est à toi, Hélène. Chaque euro, chaque bijou, chaque gramme d'or, tu le mérites. Tu t'es occupé de moi quand personne d'autre ne l'a fait. Tu m'as tenu compagnie quand le monde m'avait oublié. Tu as laissé tes enfants pour t'occuper de mes caprices de vieille femme amère. C'est ma façon de te payer et de m'assurer que mes enfants ne gardent rien de plus que le nécessaire. » La lettre se terminait par quelques dernières lignes écrites d'un trait plus ferme, comme si Madame Éléonore avait retrouvé des forces pour les écrire. « Ne sois pas idiote, Hélène. Ne leur dis rien. Ne fais confiance à personne.
Sors tout avec précaution et utilise-le pour donner une belle vie à tes enfants. Eux méritent un avenir. Les miens ont déjà eu le leur et l'ont gâché. Adieu, ma petite. Que Dieu te bénisse. Éléonore. Hélène plia la lettre et la serra contre sa poitrine, sanglotant en silence. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de quelque chose qui ressemblait à la rédemption. Madame Éléonore ne l'avait pas trahi, bien au contraire. Elle lui avait donné la seule chose que ses enfants ne pourraient pas lui arracher, un secret. Mais le soulagement fut de courte durée. Hélène regarda la boîte en métal, puis les murs fissurés, et sentit le poids de la situation s'abattre sur elle comme une dalle. S'il y avait plus de choses cachées dans ces murs, comment allait-elle les sortir sans que personne ne s'en rende compte? Et si quelqu'un venait et la voyait casser les murs? Et si les enfants de Madame Éléonore se doutaient de quelque chose? Elle rangea la boîte sous les couvertures où elle dormait, la recouvrant de son corps. Elle ne dormit pas le reste de la nuit. Elle resta éveillée, écoutant chaque bruit du vent, chaque craquement du bois, chaque aboiement lointain d'un chien. À l'aube, les enfants se réveillèrent. Sophie bâilla et s'étira en se frottant les yeux. Thomas sortit dans le patio pour uriner derrière un arbuste. Léo se blottit contre Hélène, encore à moitié endormie. « Tu as faim, mon amour ?» demanda Hélène en lui caressant les cheveux emmêlés. Léo hocha la tête sans ouvrir les yeux. Hélène se leva, cachant la boîte derrière des pierres empilées dans un coin, la recouvrant de vieux chiffons. Elle prépara le dernier repas qu'il leur restait, un peu de riz à queue et un demi-pain rassis. Les enfants mangèrent en silence, les yeux perdus, habitués à la faim. Après le petit déjeuner, Hélène envoya les enfants jouer dehors. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin de vérifier les murs sans qu'ils demandent ce qu'elle faisait. Elle commença par le mur, où elle avait trouvé la première boîte. Elle frappa doucement avec ses phalanges à différents endroits. Écoutant, à certains endroits le son était solide, dense, mais à d'autres, il sonnait creux, vide. Elle choisit une section qui sonnait particulièrement creuse, près du sol, et commença à arracher le pisé avec ses mains. La couche extérieure était dure, mais derrière, c'était plus lâche. Elle tira de gros morceaux qui s'effritaient entre ses doigts, et là dans le trou, il y avait une autre boîte, plus petite que la première, mais tout aussi lourde. Elle l'ouvrit, le cœur battant sauvagement. Plus d'argent, plus de bijoux, et quelque chose enveloppé dans du vieux papier journal. D'anciennes pièces d'or, brillantes même sous la couche de poussière. Hélène se mit à rire. Un rire nerveux, presque hystérique, qu'elle ne pouvait contrôler. Il y en avait plus, beaucoup plus. Madame Éléonore n'avait pas menti. Elle passa les 2 heures suivantes à vérifier chaque mur, frappant, écoutant, arrachant du pisé aux endroits qui sonnèrent creux. Elle trouva 4 autres boîtes. Certaines contenaient de l'argent, d'autres des bijoux enveloppés dans des chiffons. L'une contenait de vieux documents, des actes de propriété qu'Hélène ne comprenait pas bien, mais qui semblaient importants. Et dans la dernière, au fond du plus grand trou, il y avait de petits lingots d'or enveloppés dans de la toile cirée. Quand elle eut fini, il y avait un tas de boîtes et d'objets empilés au centre de la pièce. Hélène s'assit par terre, entourée de tout cela, essayant de réaliser ce qu'elle venait de trouver. Elle était riche, ou du moins, elle avait assez pour changer sa vie, pour donner une éducation à ses enfants, pour acheter une vraie maison, pour ne plus jamais avoir faim. Mais alors, elle entendit le bruit d'un moteur qui s'approchait. Elle se leva d'un bond et courut à la fenêtre. Un 4x4 noir flambant neuf avançait sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière. Ce n'était pas la vieille camionnette d'Étienne, c'en était une autre, plus grande, plus chère. Hélène sentit son sang se glacer. Elle reconnut ce véhicule. Elle l'avait vu garé devant l'hôtel particulier de Bordeaux. C'était celui d'Alexandre, le fils aîné de Madame Éléonore. Il venait vers la maison. Hélène courut vers le centre de la pièce, où toutes les boîtes étaient empilées. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine les saisir. Elle prit la première, puis la seconde, cherchant désespérément un endroit où les cacher. Le placard de la cuisinière était cassé. Sous le matelas, c'était trop évident. Le moteur du 4x4 se rapprochait, rugissant sur le chemin irrégulier. « Les enfants !» cria-t-elle vers la porte. « Entrez vite !» Sophie, Thomas et Léo entrèrent en courant, les yeux écarquillés par le ton urgent de leur mère. Hélène était déjà à genoux près du mur du fond, poussant les boîtes à l'intérieur des trous qu'elle avait ouverts, les recouvrant à nouveau de morceaux de pisé lâche, de chiffon, de tout ce qu'elle trouvait à portée de main. Ses doigts saignaient à force de gratter la daube. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophie, effrayée. « Rien, mon amour, aidez-moi vite. Prenez ces chiffons et couvrez-les. » Les enfants obéirent sans comprendre, empilant les vieux chiffons sur les monticules de terre fraîche qu'Hélène avait entassés pour boucher les trous.
C'était mal fait. On remarquait qu'elle avait déplacé des choses, mais il n'y avait plus de temps. Le 4x4 s'arrêta dehors avec un crissement de frein. Hélène s'essuya les mains sur son tablier et sortit dans le patio, fermant la porte derrière elle. Son cœur battait si fort qu'elle sentait son pouls dans ses oreilles. Alexandre descendit du 4x4 avec des lunettes de soleil sombre et une chemise blanche impeccable qui contrastait avec la poussière du chemin. Derrière lui descendit un autre homme, plus jeune, en costume et avec une mallette. Il ressemblait à un avocat. « Tiens, tiens !» dit Alexandre en enlevant ses lunettes et en regardant la maison avec un sourire méprisant. « Alors, tu es venu à la décharge. Je pensais que tu aurais un peu de dignité et que tu vendrais ça immédiatement. » Hélène croisa les bras, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. « Que voulez-vous, monsieur Alexandre ?» Il marcha lentement autour du patio, regardant les murs fissurés, le toit rouillé, les arbustes secs. L'autre homme le suivait en silence, prenant des notes sur un carnet. « Je viens te faire une faveur, Hélène, une grande faveur. » Il s'arrêta devant elle, les mains dans les poches. « Je sais que ça ne vaut rien. Je sais que tu as faim ici. Mes frères et sœurs et moi avons parlé, et nous avons pitié de toi. » Le mot pitié résonna comme une insulte. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Alexandre sourit, mais c'était un sourire froid. « Bien sûr que si. Regarde ça. Tu n'as pas d'eau, pas d'électricité, pas de quoi subvenir aux besoins de tes enfants. Combien de temps crois-tu que tu vas tenir ici? 1 mois, 2. Il fit une pause. « Je vais t'acheter le terrain. 50 000 €, c'est plus que ce que ça vaut, crois-moi. » Hélène serra les poings. 50 000 €. Pour lui, c'était de la petite monnaie. Pour elle, avant de trouver les boîtes, cela aurait été une fortune. Mais maintenant, ce n'est pas à vendre. Alexandre haussa les sourcils, surpris. Puis il laissa échapper un petit rire. « Pardon. J'ai dit que ce n'est pas à vendre. Cette maison est à moi. Votre mère me l'a laissée et je vais rester ici. » Le visage d'Alexandre se durcit. Il fit un pas de plus, envahissant son espace, la regardant de haut avec des yeux froids. « Écoute-moi bien, Hélène. Je ne sais pas ce que ma mère t'a mis dans la tête, mais ce n'est pas de la charité, c'est du business. Si tu ne vends pas maintenant, tu finiras par supplier quelqu'un de t'acheter ça pour 10 000 €, et à ce moment-là, je ne serai plus intéressé. » Hélène soutint son regard, même si elle sentait ses jambes trembler. « Merci pour l'offre, mais non. Passez une bonne journée. You shade 5 the now. You shade 5 the dumon. You shade 5 the now. » Elle se tourna pour rentrer dans la maison, mais Alexandre l'attrapa par le bras avec force. Hélène sentit l'étreinte comme une douleur aiguë qui lui montait jusqu'à l'épaule. « Ne me tourne pas le dos, » siffla-t-il en rapprochant son visage du sien. « Tu sais qui je suis. Tu sais ce que je peux faire? Je peux te faire perdre cette propriété devant les tribunaux. Je peux prouver que ma mère n'était pas dans son état normal quand elle a fait ce testament. Je peux faire en sorte que tu te retrouves sans rien. » Hélène le regarda droit dans les yeux, sentant quelque chose de sombre et de froid dans sa poitrine. « Lâchez-moi !» Alexandre la relâcha avec une poussée. Hélène chancela en arrière, mais ne tomba pas. À l'intérieur, elle entendit Léo commencer à pleurer. L'homme à la mallette s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Monsieur de Montaigne-Villard, nous devrions peu être. »« Taisez-vous !» coupa Alexandre sans le regarder. Il reporta son attention sur Hélène. « Tu as 1 semaine pour y réfléchir. Après cela, je commencerai les démarches légales pour annuler le testament, et je t'assure que je gagnerai. Je gagne toujours. » Il marcha vers son 4x4, mais avant de monter, il s'arrêta et regarda la maison à nouveau. Ses yeux parcoururent les murs, le toit, comme s'il évaluait quelque chose. « Tu sais ce qui est le plus drôle ?» dit-il soudain. « Ma mère détestait cet endroit. Je n'ai jamais compris pourquoi elle ne l'a pas vendu. Elle disait qu'elle avait des souvenirs, mais c'était une vieille sentimentale et ridicule. » Il monta dans le 4x4. « 1 semaine, Hélène, réfléchis bien. » Le moteur rugit et le 4x4 fit demi-tour, s'éloignant sur le chemin de terre et laissant un nuage de poussière qui mit plusieurs minutes à se dissiper. Hélène rentra dans la maison, les jambes tremblantes. Les enfants étaient assis par terre, effrayés. Sophie serrait Léo, qui sanglotait contre son épaule. Thomas regardait la porte, les poings serrés, comme s'il voulait se battre, mais ne savait pas comment. « Qui était-ce, maman ?» demanda Sophie. « Personne d'important, mon amour. Il est parti. » Mais Hélène savait que ce n'était pas vrai. Alexandre n'était pas du genre à abandonner facilement, et s'il commençait à enquêter, s'il engageait des avocats, s'il posait des questions sur la maison et sur ce qu'elle avait laissé dans le testament, non. Elle devait être intelligente. Elle devait sortir tout le trésor des murs et le cacher ailleurs avant qu'il ne revienne, et elle devait le faire vite, sans attirer l'attention. Elle passa le reste de la journée à sortir les boîtes des trous
et à chercher un meilleur endroit pour les cacher. Elle finit par les enterrer dans le patio arrière, sous un chêne vert sec, marquant l'endroit avec 3 pierres blanches. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que de les laisser à l'intérieur de la maison. Le lendemain, elle marcha jusqu'au carrefour pour utiliser le téléphone public. Elle appela Maître Leclerc. « Madame Hélène », dit l'avocat d'un ton surpris. « Comment allez-vous? Tout va bien avec la propriété. Maître, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Est-il vrai qu'Alexandre de Montaigne-Villard peut annuler le testament ?» Il y eut une longue pause de l'autre côté de la ligne. « Il vous a dit ça? Il est venu hier. Il m'a menacé. Il a dit qu'il allait prouver que Madame Éléonore n'était pas dans son état normal quand elle l'a signé. » L'avocat soupira. « Madame Hélène, le testament de Madame Éléonore est solide. Il a été rédigé avec toutes les formalités légales, avec des témoins, avec une évaluation médicale. Elle était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait. Alexandre peut essayer de le contester, mais cela lui coûtera beaucoup d'argent et il perdra très probablement. »« Très probablement? Vous n'êtes pas sûr ?» Une autre pause. « En droit, il n'y a jamais de certitudes absolues, madame, mais vous avez 90% de chance en votre faveur. Cette propriété est légalement à vous. » Hélène le remercia et raccrocha, mais elle ne se sentit pas tranquille. 90% n'était pas 100%, et Alexandre avait de l'argent, des contacts, des avocats chers. Elle n'avait rien d'autre qu'une maison en pisé et un secret enterré sous un arbre. Les jours suivants, elle les passa en alerte constante. Chaque fois qu'elle entendait un moteur sur le chemin, son cœur s'accélérait. Chaque fois qu'elle voyait de la poussière à l'horizon, elle sortait dans le patio pour voir qui venait, mais Alexandre ne revint pas. En revanche, quelqu'un d'autre arriva. C'était un après-midi chaud de fin mars, quand Hélène vit un homme marcher sur le chemin, portant un sac à dos lourd et une canne. Il était âgé d'environ 70 ans, avec la peau tannée par le soleil et un chapeau effiloché qui semblait avoir des décennies d'utilisation. Il s'arrêta devant la maison et enleva son chapeau, s'essuyant la sueur du front. « Bonsoir, madame », dit-il d'une voix rauque, mais aimable. « Excusez l'intrusion. Je m'appelle Père Antoine. J'habite au village, là-bas. » Il désigna le sud. « Je passais par ici et j'ai vu de la fumée. Ça fait des années que personne n'habite dans cette maison. Vous êtes nouvelle par ici ?» Hélène hocha la tête, méfiante. « Oui, la maison est à moi maintenant. » Antoine regarda les murs, le toit et hocha la tête lentement. « Ah, je vois. Alors vous êtes celle qui a hérité de Madame Éléonore. » Il la regarda avec des yeux fatigués mais pénétrants. C'était une bonne femme à sa manière, difficile mais bonne. « Vous l'avez connue ?»« Bien sûr. Je suis né dans ce plateau. J'ai connu sa famille depuis que j'étais enfant. Sa grand-mère, Mère Jeanne, était sage-femme. Elle a assisté à la naissance de ma sœur. » Il sourit avec nostalgie. « Cette maison a une histoire, madame. Beaucoup d'histoire. » Hélène sentit un frisson. Le vieil homme continuait de regarder les murs comme s'il pouvait voir à travers eux. « Vous savez, » continua Antoine en ajustant son sac à dos, « il fut un temps où cette maison était l'une des plus riches du plateau. La famille de Madame Éléonore travaillait l'or. Il y avait une petite veine dans les collines, rien de grand, mais assez pour bien vivre. » Il fit une pause. « Quand l'eau s'est tarie et que la veine s'est épuisée, tout le monde est parti. Mais on dit que la famille n'a jamais vendu l'or qu'elle avait amassé, qu'elle l'a gardé pour les temps difficiles. » Hélène sentit sa bouche s'assécher. « Ils ont gardé l'or ?» Antoine la regarda avec un sourire étrange. « C'est ce qu'on dit, mais ce ne sont que des histoires de vieux, n'est-ce pas ?» Il remit son chapeau. « Enfin, je venais juste me présenter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'eau ou d'aide pour les réparations, faites-le moi savoir. Je n'aime pas voir une famille dans le besoin. » Il fit demi-tour et commença à s'éloigner. Hélène l'appela. « Père Antoine, attendez. Quelqu'un d'autre connaît ces histoires d'or. » Le vieil homme s'arrêta sans se retourner. « Tout le village les connaît, madame. Ce sont de vieilles légendes. Personne n'y fait attention. » Il se tourna vers elle par-dessus son épaule. « Mais si j'étais vous, je ferais attention à qui vous le racontez. Il y a des gens qui tuent pour moins que ça. » Et il s'en alla, laissant Hélène plantée au milieu du patio avec le vent soulevant de la poussière autour d'elle. Cette nuit-là, Hélène ne put dormir. Les mots d'Antoine lui tournaient dans la tête. Tout le village les connaît. Si Alexandre découvrait ces histoires, s'il commençait à poser des questions, s'il soupçonnait qu'il y avait quelque chose de précieux dans la maison, elle se leva en silence et sortit dans le patio. Elle marcha jusqu'au chêne vert où elle avait enterré les boîtes et s'agenouilla, touchant la terre retournée. Elle avait besoin d'un plan. Elle avait besoin de sortir le trésor de là, de le vendre petit à petit ailleurs sans attirer l'attention. Mais alors, elle entendit quelque chose, un bruit sur la route, des moteurs, plus d'un. S'approchant rapidement,
Hélène se leva, le cœur battant à tout rompre. Ce n'étaient pas des lumières de phare, c'étaient des phares éteints, des véhicules avançant dans l'obscurité et ils se dirigeaient droit vers la maison. Hélène courut vers la maison. La poussière que soulevaient les véhicules était déjà visible dans l'obscurité, comme un nuage fantomatique qui avançait sur le chemin de terre. Il n'y avait pas de temps pour penser, seulement pour agir. « Les enfants !» cria-t-elle en entrant. « Réveillez-vous maintenant !» Sophie se redressa immédiatement, les yeux écarquillés. Thomas et Léo gémissaient, confus, encore pris dans le sommeil. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» murmura Sophie. « Sortez par la fenêtre de derrière, courez vers les chênes verts, ne faites pas de bruit, ne vous arrêtez pas avant que je vous appelle. Mais maintenant, Sophie. » La fille obéit, aida Thomas à se lever, prit Léo à moitié endormi, et les trois sortirent par le trou de la fenêtre arrière, disparaissant dans l'obscurité du patio. Hélène entendit leurs pas s'éloigner parmi les arbustes secs. Elle resta seule dans la maison, le cœur battant sauvagement. Elle attrapa un gros bâton qu'elle utilisait pour remuer le feu et se tint près de la porte, le serrant à deux mains. Les lumières des véhicules éclairèrent les murs extérieurs. Hélène entendit les portes s'ouvrir, des pas sur la terre, des voix basses. « Il fait noir. Sûr que quelqu'un vit ici. La camionnette du patron l'a vue il y a 3 jours. Il y a du linge étendu là, derrière. Quelqu'un y est. Eh bien, frappez, ne soyez pas. » Quelqu'un frappa à la porte avec le poing. 3 coups secs qui firent vibrer le bois pourri. « Madame, ouvrez, nous voulons juste parler. » Hélène ne répondit pas. Elle serra plus fort le bâton, sentant les échardes s'enfoncer dans ses paumes. Un autre coup, plus fort. « Nous savons que vous êtes là. Ouvrez la porte ou nous allons la défoncer. » Silence. Et puis un coup brutal qui fit craquer les gonds. La porte s'ouvrit d'une poussée, et 3 hommes entrèrent en bousculade, avec des lampes de poche qui éblouirent Hélène. Le premier était un homme corpulent, avec un t-shirt noir et une casquette. Le second était plus mince, nerveux, avec des tatouages sur les bras. Le troisième resta dans l'entrée, plus grand que les 2 autres, avec une chaîne épaisse autour du cou. « La voilà !» dit celui à la casquette, la pointant avec la lampe de poche. « Toute seule. Où sont les gamins ?»« Sortez d'ici !» répondit Hélène d'une voix ferme, même si elle tremblait à l'intérieur. « Que voulez-vous » L'homme aux tatouages rit. « Ce que nous voulons ? La même chose que tout le monde, madame. L'or. » Hélène sentit son sang se glacer. Ce n'était pas possible. Comment savait-il? Qui leur avait dit? Celui à la casquette marcha dans la pièce, illuminant les murs, le sol de terre, les trous où Hélène avait arraché le pisé. « Regardez-moi ça !» dit-il avec un sourire tordu. Elle a déjà commencé à chercher. « Vous avez trouvé quelque chose, madame? Ou est-ce que tout est encore enterré? Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Le troisième homme, le grand avec la chaîne, entra lentement et ferma la porte derrière lui. Il avait une voix profonde, calme, qui faisait plus peur que les cris. « Ne nous prenez pas pour des idiots. Tout le village connaît les histoires de cette maison. L'or de la famille de Montaigne-Villard, gardé depuis des générations. Le vieux Antoine a la bouche large. Il a raconté à la moitié du bar qu'il y avait une nouvelle veuve dans la maison qui cherchait entre les murs. » Il se rapprocha. « Alors dites-nous où il est. Nous le prenons. Nous partons. Et personne n'est blessé. » Hélène recula jusqu'à être contre le mur. Elle serra le bâton plus fort. « Il n'y a rien ici, juste de la terre et des ordures. Vous pouvez fouiller tout ce que vous voulez. » Celui au tatouage s'approcha de l'un des murs et commença à le frapper avec un marteau qu'il sortit de sa ceinture. L'adobe s'effondrait sous les coups, tombant en gros morceaux. Il mit la main dans le trou qu'il avait ouvert, remuant parmi les branches sèches. « Il n'y a rien ici, » grogna-t-il. « Essaie de l'autre côté, » dit celui à la casquette. Ils commencèrent à détruire les murs méthodiquement, faisant des trous partout, arrachant le pisé avec leurs mains, avec des outils, avec tout ce qu'ils trouvaient. Hélène les regardait avec impuissance, priant en silence pour qu'ils ne trouvent rien. Tout était enterré dehors, tout était en sécurité. Ils passèrent 20 minutes à démolir l'intérieur de la maison. Les murs étaient pleins de trous. Le sol était couvert de morceaux d'adobe, mais ils ne trouvèrent rien. Celui à la chaîne se tourna vers Hélène, le visage assombri par la frustration. « Dernière chance, madame. Où est-il ? Je vous ai dit qu'il n'y a rien. » L'homme s'approcha lentement jusqu'à être à quelques centimètres d'elle. Hélène pouvait sentir son haleine aigre et chaude. « Vous savez ce qui arrive aux gens qui nous mentent ?» murmura-t-il. « Ils finissent très mal. »« Peu m'importe ce que vous me faites, » dit Hélène en soutenant son regard. « Mais si vous touchez à un cheveu de mes enfants, je vous jure que... »« Que quoi ?» l'interrompit l'homme avec un sourire cruel. « Qu'est-ce que tu vas faire, madame ? Nous frapper avec ton petit bâton ?» Il lui enleva le bâton des mains d'un mouvement brusque et le jeta au sol. Puis il l'attrapa par le bras,
et la traîna dehors. « Nous allons chercher dehors. S'il est enterré, nous allons le trouver. Et si tu ne coopères pas, nous allons chercher tes enfants aussi. » Hélène lutta. Mais l'homme était trop fort. Il la sortit dans le patio, où les deux autres éclairaient déjà le terrain avec leurs lampes de poche. Celui au tatouage donna un coup de pied aux pierres, déplaça les arbustes, inspecta chaque coin et s'arrêta devant le chêne vert. « Regardez ici, » dit-il en se baissant. « La terre est retournée, fraîche. » Hélène sentit son cœur s'arrêter. L'homme commença à creuser avec ses mains. Les deux autres le rejoignirent, creusant rapidement, jetant la terre sur les côtés. Il ne leur fallut pas 5 minutes pour trouver la première boîte. « La voilà !» cria celui au tatouage, la sortant avec effort. « Je le savais, je le savais !» Ils ouvrirent la boîte là, sur place. L'éclat de l'or et des bijoux illumina leurs visages avides. Ils rirent. Ils se tapèrent dans le dos, commencèrent à sortir plus de boîtes, l'une après l'autre. Hélène tomba à genoux dans la terre. Elle avait perdu tout ce que Madame Éléonore lui avait laissé. Tout ce qui aurait pu sauver ses enfants était en train d'être volé sous ses yeux. « Amenez tout à la voiture !» ordonna celui à la chaîne. « Vite, avant que quelqu'un ne passe. » Mais alors, du chemin, arriva le son d'un autre véhicule, des lumières, des phares puissants qui éclairèrent tout le terrain. Les 3 hommes se figèrent. Celui à la chaîne sortit un couteau de sa ceinture. « Qui c'est, bordel ?» Une camionnette de la gendarmerie rurale s'arrêta devant la maison. 2 hommes descendirent en uniforme et avec des lampes de poche. L'un d'eux était plus âgé, avec une moustache grise et un insigne qui brillait sous la lumière de la lune. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Celui à la chaîne cacha le couteau et sourit, essayant d'avoir l'air calme. « Rien, mon adjudant. Nous aidons juste la dame à chercher des choses qu'elle a perdues. Das Face and das Toll. » Le gendarme regarda les boîtes ouvertes, l'or éparpillé, les trous dans la terre. Puis il regarda Hélène, toujours à genoux, les larmes aux yeux. « Est-ce vrai, madame ?» Hélène secoua la tête. « Ils volent. Ils sont venus par la force. Ils ont détruit ma maison. Ils emportent tout. » Le gendarme plus jeune mit la main sur son arme. Tous les 3 contre la camionnette. Maintenant. Celui à la chaîne recula d'un pas, évaluant la situation. Pendant un moment, Hélène pensa qu'ils allaient se battre. Mais alors l'homme leva les mains lentement. « Tranquille, mon adjudant. Nous ne voulons pas d'ennui. Trop tard pour ça. » Les mains sur la camionnette. Les 3 furent menottés un par un, tandis que le gendarme plus âgé aidait Hélène à se relever. « Ça va, madame. Vous ont-ils fait du mal ?»« Mes enfants, » murmura Hélène, « ils sont cachés dans les chênes verts. » Le gendarme appela vers l'obscurité. Sophie sortit la première, portant Léo. Thomas venait derrière, tremblant. Hélène courut vers eux et les serra dans ses bras de toutes ses forces. « Comment saviez-vous que nous venions ?» demanda celui à la chaîne depuis la camionnette, la rage dans la voix. Le gendarme âgé sourit. « Père Antoine a appelé la gendarmerie il y a 1 heure. Il a dit qu'il avait vu des gens suspects rôder. Il a dit que la nouvelle madame pourrait être en danger. » Il regarda Hélène. « Ce vieux parle beaucoup, mais il prend aussi soin des siens. » Hélène sentit ses jambes se dérober. Antoine. Le vieil homme qui semblait n'être qu'un commère du village l'avait sauvé. Les gendarmes emmenèrent les 3 hommes. Avant de partir, l'officier supérieur s'approcha d'Hélène. « Madame, ça ne va pas en rester là. Ces types vont parler, ils vont dire que vous avez de l'or caché, et d'autres personnes viendront, des gens pires. » Il fit une pause. « Mon conseil. Sortez tout ce qui a de la valeur d'ici. Cachez-le à la banque, chez un notaire, n'importe où, mais ne le laissez pas dans cette maison, ce n'est pas sûr. » Hélène hocha la tête, toujours sous le choc. Les gendarmes partirent. Le silence revint dans le plateau. Hélène et ses enfants restèrent seuls dans le patio, entourés de terre retournée et de boîtes ouvertes. « Maman, » dit Sophie d'une petite voix, « qu'allons-nous faire ?» Hélène regarda les boîtes, puis la maison détruite, puis l'horizon où le soleil commençait à apparaître entre les montagnes. « Nous allons finir ce que nous avons commencé, » dit-elle d'une voix ferme. « Nous allons sortir tout d'ici et nous allons recommencer, mais cette fois, nous le ferons bien. » Ils passèrent toute la journée suivante à ramasser les boîtes, à les nettoyer, à inventorier ce qu'il y avait. Hélène compta 6 boîtes au total, plus les lingots d'or et les bijoux en vrac. Elle ne savait pas exactement combien valait tout cela, mais c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. Au crépuscule, tandis que les enfants dormaient, épuisés, Hélène s'assit dans le patio avec les boîtes devant elle. Elle avait besoin d'un plan. Elle avait besoin de protéger ses enfants. Elle avait besoin. Le bruit d'un moteur la sortit de ses pensées. Un autre 4x4. Cette fois, elle reconnut le rugissement du moteur. C'était Alexandre. Il revenait, et cette fois, il n'était pas seul.
Alexandre descendit du 4x4, suivi de 2 hommes en costume. L'un portait un dossier épais, l'autre avait un appareil photo professionnel autour du cou. Ils venaient préparer. Hélène se leva, se plaçant entre eux et la maison. Les enfants dormaient toujours à l'intérieur. Les boîtes étaient empilées près du mur arrière, couvertes de vieilles bâches. « Hélène, » dit Alexandre avec un faux sourire, « quelle surprise de te trouver encore ici. Je pensais que tu te serais enfui après l'incident d'hier soir. » Alors il savait, bien sûr qu'il savait. Il avait probablement des contacts à la gendarmerie, des gens qui lui passaient des informations. « Que voulez-vous maintenant ?» demanda Hélène en croisant les bras. Alexandre marcha autour du patio, observant les trous dans la terre. Les murs détruits de la maison, le désordre. « Je viens t'offrir une porte de sortie. Hier soir, des voleurs sont venus, ils t'ont attaqué, ils ont détruit ta maison. » Il fit une pause dramatique. « Il est évident que cet endroit n'est pas sûr pour toi et tes enfants. Ce serait terrible que quelque chose de pire arrive. » L'homme au dossier s'approcha. « Madame Dubois, je suis maître Bermudez, représentant légal de la famille de Montaigne-Villard. Nous vous faisons une proposition formelle. » Il ouvrit le dossier et sortit des documents. 100 000 € pour la propriété complète. Transfert immédiat. Vous pouvez signer maintenant et demain, vous avez l'argent sur votre compte. « Et si je ne signe pas, qu'arrive-t-il » demanda Hélène. Alexandre enleva ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient froids comme de la glace. « Alors nous commençons le processus légal pour annuler le testament. Et crois-moi, Hélène, je vais gagner. J'ai des témoins qui diront que ma mère était sénile. J'ai des médecins qui vont remettre en question sa capacité mentale. J'ai les ressources pour te traîner devant les tribunaux pendant des années, sourit-il. Et pendant ce temps, toi et tes enfants, vous allez rester ici dans cette décharge sans eau, sans électricité, sans avenir. Combien de temps crois-tu qu'ils vont tenir ?» L'homme à l'appareil photo commença à prendre des photos de la maison détruite, des murs troués, du toit rouillé. Preuve pour le procès. Hélène sentit la rage bouillonner dans sa poitrine. Cet homme et ses frères et sœurs avaient abandonné leur mère pendant des années. Ils ne lui avaient jamais rendu visite, ne s'étaient jamais souciés d'elle. Et maintenant, ils voulaient lui voler la dernière chose qu'elle avait laissée. La seule façon qu'elle avait eue de récompenser celle qui avait été là. « Non », dit Hélène d'une voix ferme. « Je ne vais pas vendre et je ne vais pas partir. » Le visage d'Alexandre se durcit. « Alors tu vas le regretter. Je vais. »« Vous allez quoi ?» interrompit une voix derrière eux. Tous se retournèrent. Maître Leclerc se tenait près d'un autre véhicule qu'Hélène n'avait pas entendu arriver. L'avocat marcha vers eux avec une mallette sous le bras et une expression sérieuse. « Maître, » dit Alexandre surpris, « que faites-vous ici ? Madame Hélène m'a appelé hier. Je me suis inquiété quand elle m'a parlé de votre visite menaçante. » Il regarda les 2 hommes en costume. « Maître Bermudez, quelle coïncidence de vous voir ici en train de harceler ma cliente avec des offres intimidantes. » Bermudez s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Nous faisons simplement une offre commerciale légitime. Une offre qui est accompagnée de menaces légales et d'intimidation, » répondit Maître Leclerc. Il ouvrit sa mallette et sortit des documents. « Mais puisque nous sommes tous ici, permettez-moi de vous rappeler quelques faits. 1. Le testament de Madame Éléonore de Montaigne-Villard a été rédigé 3 ans avant sa mort, alors qu'elle était parfaitement lucide. 2. Elle a été évaluée par 2 médecins indépendants qui ont certifié sa capacité mentale. 3. Il a été signé devant notaire avec 4 témoins présents. 4. Elle a enregistré une vidéo expliquant ses raisons, qui est sous garde notariale. » Il regarda Alexandre droit dans les yeux. « Toute tentative de contester ce testament sera immédiatement rejetée. Et si vous continuez à harceler Madame Hélène, je déposerai une plainte pour intimidation et menace. » Alexandre serra les poings. Son visage était devenu rouge. « Ce testament est une farce. Ma mère nous a humiliés, nous, ses enfants, pour donner un terrain poubelle à une employée. Votre mère vous a laissé un manoir de 3 millions d'euros, un appartement, un domaine, des placements et des bijoux, » répondit Maître Leclerc d'une voix glaciale. « Vous n'avez pas été humilié, vous avez été généreusement récompensé pour être ses enfants, même si vous ne vous êtes jamais comporté comme tel. » Il fit une pause. « Et si cela vous dérange, tant que Madame Hélène ait reçu cette propriété, demandez-vous pourquoi votre mère a senti qu'elle méritait plus de considération que vous. » Le silence qui suivit fut lourd, inconfortable. L'homme à l'appareil photo cessa de prendre des photos. Bermudez rangea ses documents. Alexandre regarda Hélène avec une haine pure qui lui glaça le sang. « Ça ne s'arrête pas là, dit-il entre ses dents. »« Si, ça s'arrête, répondit Maître Leclerc. Et si vous dérangez à nouveau ma cliente, non seulement je déposerai plainte, mais je m'assurerai également que tout le monde sache comment les enfants d'Éléonore de Montaigne-Villard
ont traité la seule personne qui a pris soin de leur mère jusqu'à la fin. Bordeaux est une petite ville, Monsieur de Montaigne-Villard. Les réputations sont vite ruinées. Alexandre monta dans son 4x4 sans dire un autre mot. Les deux hommes en costume le suivirent. Le moteur rugit et ils s'éloignèrent à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière qui cacha le chemin pendant plusieurs minutes. Quand la poussière se dissipa, Hélène se tourna vers Maître Leclerc. « Merci, maître. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » L'avocat sourit pour la première fois. « Madame Éléonore m'a demandé de vous protéger, Madame Hélène. Elle m'a fait jurer de ne pas laisser ses enfants vous intimider. » Il sortit une enveloppe de sa mallette. « Et elle m'a demandé de vous remettre ceci quand le moment serait venu. » Hélène prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait une autre lettre, plus courte que la première. « Hélène, si tu lis ceci, c'est parce que mes enfants ont essayé de te prendre ce que je t'ai laissé. Je savais qu'ils le feraient. C'est pourquoi j'ai engagé le meilleur avocat de Bordeaux et je l'ai payé d'avance pour qu'il te défende. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Utilise ce que tu as trouvé pour te construire la vie que tu mérites. Et si jamais tu doutes de toi, souviens-toi que tu as été plus une fille pour moi que les 3 que j'ai mises au monde. Et V. » Hélène porta la lettre à sa poitrine, les larmes coulant sur ses joues. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de quelque chose de plus profond. Grâce. Rédemption. Maître Leclerc lui posa une main sur l'épaule. « Maintenant, Madame Hélène, parlons de la manière dont nous allons protéger ce que vous avez trouvé dans cette maison. Nous devons le déplacer vers un endroit sûr avant que d'autres personnes ne viennent chercher. » Au cours des semaines suivantes, Hélène travailla avec l'avocat pour sécuriser le trésor. Ils emmenèrent tout à une banque à Lyon, où ils le déposèrent dans un coffre-fort. Ils vendirent les bijoux et les lingots d'or petit à petit, par l'intermédiaire de maisons de vente aux enchères et de bijouteries discrètes, pour ne pas éveiller les soupçons. L'argent était plus qu'Hélène ne l'avait imaginé. Les lingots d'or valaient près de 2 millions d'euros, les bijoux anciens 1,5 million de plus. L'argent en espèces, bien que certaines dénominations n'étaient plus utilisées, fut échangé contre près d'un demi-million de plus. 4 millions d'euros au total, une fortune, mais Hélène ne perdit pas la tête. La première chose qu'elle fit fut d'acheter une petite maison, mais digne, dans un village près de Bordeaux, avec 3 chambres, l'eau courante, l'électricité. Les enfants pleurèrent de joie la première nuit qu'ils dormirent dans de vrais lits, avec des draps propres, sans froid, sans peur. Elle inscrivit Sophie, Thomas et Léo dans de bonnes écoles. Elle acheta des uniformes, des livres, des cartables. Elle engagea une tutrice pour les aider à rattraper leur retard après les mois perdus. Elle investit une partie de l'argent dans une petite entreprise de couture et de vêtements de travail. Elle ne voulait pas être riche, elle voulait être indépendante. Elle voulait que ses enfants voient que l'argent n'est pas donné, il se travaille, que la dignité ne s'achète pas, elle se construit. Et avec le reste de l'argent, Hélène fit quelque chose que Madame Éléonore aurait approuvé. Elle créa un petit fonds pour aider d'autres veuves dans des situations difficiles. Des femmes qui avaient perdu leur mari et n'avaient pas de soutien. Des mères célibataires qui luttaient pour élever leurs enfants. Elle leur accordait de petits prêts sans intérêt, les aidait à trouver du travail, payait les frais de scolarité de leurs enfants. Elle ne faisait pas de publicité, ne se vantait pas. Elle aidait simplement en silence, de la même manière que quelqu'un l'avait aidée. Les mois passèrent. L'automne fit place à l'hiver. Un après-midi de décembre, Hélène était en train de coudre dans le patio de sa nouvelle maison lorsque Sophie arriva en courant avec un journal à la main. « Maman, regarde ça !» C'était la section des échos mondains du quotidien de Bordeaux. Il y avait une petite note sur la famille de Montaigne-Villard. Alexandre avait dû vendre le manoir de sa mère pour payer des dettes de jeu. Isabelle était poursuivie pour un prêt impayé de 400 000 euros. Julien avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et avoir percuté son véhicule contre une fontaine publique. L'héritage, qui semblait inépuisable, leur avait filé entre les doigts en moins d'1 an. Hélène lut la note 2 fois, puis la plia doucement. Elle ne ressentit pas de joie. Elle ne ressentit pas de vengeance. Elle ressentit seulement une tristesse distante pour 3 personnes qui n'avaient jamais appris ce qui valait vraiment la peine. « Tu vas bien, maman ?» demanda Sophie. Hélène sourit et lui caressa les cheveux. « Oui, mon amour, je vais bien. » Un samedi de fin décembre, Hélène ramena ses enfants dans le plateau de la Roche-Percée. La masure en pisé était toujours là, plus délabrée qu'avant, avec les murs presque complètement tombés et le toit effondré. Plus personne n'y vivait, plus personne n'en voulait. Ils se tinrent tous les 4 devant les ruines, regardant l'endroit où tout avait changé. « Pourquoi sommes-nous revenus ici, maman ?» demanda Thomas. Hélène se baissa et ramassa un morceau d'adobe du sol. Elle le tint dans sa main,
sentant le poids, la texture rugueuse. Parce que je voulais que vous voyiez d'où nous venons. Je voulais que vous vous souveniez qu'il fut un temps où nous n'avions rien. Et je voulais que vous sachiez que lorsque vous aurez quelque chose dans la vie, n'oubliez jamais de remercier et de partager. Léo montra le chêne vert sec où ils avaient enterré les boîtes. Le trésor était là. Oui, mon amour, il était là. Et il n'y en a plus. Hélène le prit dans ses bras et le serra contre sa poitrine. Le vrai trésor n'a jamais été dans les boîtes, Léo. Il était dans le fait que quelqu'un m'a fait confiance, que quelqu'un a cru que je méritais quelque chose de mieux. Et maintenant, nous allons faire la même chose pour d'autres personnes. Sophie s'approcha et serra sa mère dans ses bras. Thomas se joignit à eux. Les quatre restèrent là, enlacés, tandis que le vent de décembre soufflait doucement sur le plateau désert. Le lendemain, Hélène fit don du terrain à la commune pour qu'ils y construisent un centre communautaire, un endroit où les familles du plateau pourraient se réunir, où les enfants pourraient jouer, où personne n'aurait à se sentir abandonné. Elle ne lui donna pas son nom. Elle lui donna le nom de Madame Éléonore de Montaigne-Villard pour que les gens se souviennent que même les personnes difficiles, amères et compliquées cachent parfois de la bonté dans leur cœur et que parfois la rédemption arrive tard, mais elle arrive. 2 ans plus tard, Hélène était assise sur le porche de sa maison, cousant une robe, tandis que le soleil du soir peignait le ciel d'orange et de violet. Ses enfants jouaient dans le patio. Sophie lisait un livre sous un arbre. Thomas construisait une petite maison avec des bâtons. Léo poursuivait un chien qu'ils avaient adopté quelques mois auparavant. La radio dans la cuisine jouait une vieille chanson. L'odeur de haricots frais sortait par la fenêtre. Il y avait du linge propre étendu sur la corde à linge, se déplaçant doucement avec la brise. Tout était simple, tout était calme, tout était suffisant. Hélène enfila l'aiguille et continua de coudre avec un petit sourire aux lèvres. Il n'y avait plus de larmes, plus de peur, plus de doute, seulement la paix et l'espoir et la certitude que cela avait valu la peine de rester, que cela avait valu la peine de faire confiance, que finalement, la loyauté et la bonté trouvent toujours leur récompense, même si elle est enveloppée de terre. Parfois, ce qui ressemble à une malédiction est en réalité une bénédiction déguisée. Hélène nous enseigne que la vraie richesse n'est pas dans les apparences, mais dans la dignité avec laquelle nous affrontons les tempêtes de la vie. Quand le monde t'humilie et t'offre des miettes, ne te rends pas. Peut être que juste là, dans ce que tout le monde méprise, se cache ton trésor. La loyauté, la persévérance et le cœur noble ne passent jamais inaperçus, même si la récompense tarde parfois à arriver. Et souviens-toi, ceux qui héritent sans effort perdent sans comprendre, mais ceux qui construisent avec sacrifice n'oublient jamais la valeur de ce qu'ils ont. Ne sous-estime pas ce que Dieu met entre tes mains, car même dans l'adobe le plus humble peut se cacher de l'or. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez adorer celle qui arrive, alors cliquez sur le bouton s'abonner ici sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse.